Bonjour, vous vous posez sûrement des questions sur l'énergie nucléaire. Vous êtes curieux, sceptique, intrigué, peut-être un peu inquiet. Vous cherchez à vous faire une opinion par vous-même pour mieux comprendre comment cette énergie est produite, quel est son rôle dans notre vie quotidienne, dans la vie économique, dans notre futur, comment ça marche, est-ce qu'elle est fiable, à quoi ça sert, à quoi ça peut servir. Dans chaque podcast, nous essayons de vous apporter des réponses concrètes avec des spécialistes. Nous abordons tous les sujets, également les sujets qui fâchent, comme aujourd'hui les déchets nucléaires. Toutes les installations industrielles produisent des déchets. Une centrale nucléaire est une installation industrielle. La particularité, c'est qu'elle produit des déchets plus ou moins radioactifs qui doivent être manipulés et gérés avec des précautions bien précises. Et c'est l'objet de ce podcast. Déchets nucléaires, faisons le tri. Le nucléaire en clair, un podcast de la Sphène, présenté par Jérôme Godefroy. Pour en parler avec nous, deux invités de Nucléaire en clair, Laurence Piketty, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes administratrice générale adjointe au CEA, c'est le commissariat à l'énergie nucléaire et aux énergies alternatives. Je crois que c'est un centre de recherche assez ancien. Hein ? Oui, il a été créé en 1945. Et vous étudiez en gros toutes les énergies, pas seulement le nucléaire. Hein. Exactement, les énergies renouvelables et le nucléaire. Oui. Jean-Michel Horelbeck, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de la prospective et de la stratégie à l'ANDRA. Alors c'est quoi l'ANDRA ? L'ANDRA, c'est l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. C'est un établissement public indépendant de ceux qui produisent ces déchets radioactifs et qui est sous la tutelle du ministère chargé de l'Environnement. D'accord. Donc vous êtes monsieur déchet en quelque sorte. Hein ? Absolument. Voilà. Et alors, dans cette histoire de déchets, on a bien compris le titre de ce podcast. On va essayer de faire le tri parce qu'il faut faire le tri. Laurence Piketty, il y a différentes sortes de déchets. Hein. Il y en a de toutes sortes. Comment on les caractérise ? On les caractérise en fonction de leur activité et en fonction aussi de leur durée de vie, hein, puisque les déchets, les éléments radioactifs ont une durée de vie plus ou moins longue. D'accord, donc durée de vie et radioactivité, ce sont les deux facteurs. Et vous, à l'ANDRA, c'est votre boulot tous les jours, vous devez faire le tri, hein, c'est ce que vous faites concrètement. Nous faisons le tri de façon à ce que pour chaque type de déchet, en fonction de sa dangerosité, en fonction effectivement de sa durée de vie, nous mettions en œuvre des solutions concrètes qui soient adaptées aux déchets. Elles peuvent être très différentes d'un déchet à l'autre. Alors justement, monsieur Horelbeck, la quantité de déchets qui viennent des centrales nucléaires, il y en a beaucoup, c'est énorme, mais tout n'est pas radioactif au même degré. Voilà, exactement. Nous avons des déchets de différentes catégories en fonction des critères qu'on vient d'évoquer. Ça va de déchets que l'on appelle de très faible activité, dont la dangerosité est extrêmement faible. Alors c'est quoi par exemple ? Ça peut être des déchets de démantèlement, des installations. Donc des murs, des gravats, du béton quoi. Oui, d'ailleurs beaucoup d'entre eux se trouvent sous la forme de ce qu'on appelle les big bags. Ouais. Les big bags, ça veut dire on les met dans des grands sacs. Des grands sacs, comme on les voit sur les chantiers publics. Ouais. Donc ça, c'est des déchets de très faible activité. On peut s'en approcher sans danger. Hein. Et ça va ensuite jusqu'à des déchets que l'on appelle de haute activité, desquels d'ailleurs il ne s'agit absolument pas de s'approcher parce que là, ils sont extrêmement dangereux. Mais la grosse différence entre ces déchets, une des grosses différences entre ces déchets les plus dangereux, haute activité, et les déchets les moins dangereux, c'est la quantité. Alors, de grosses quantités de déchets peu dangereux, il y a de très faibles quantités de déchets très concentrés. Alors, en volume, Laurence Piketty, c'est combien les déchets vraiment qui posent des problèmes ? Alors, en fait, c'est 3% de l'ensemble des déchets radioactifs. 3%, ouais. Oui. Donc, et actuellement, donc, sans solution qui est en train d'être étudiée par l'ANDRA, et mon collègue en parlera tout à l'heure, sur le stockage géologique de long terme, pour l'instant, tous ces déchets sont entreposés de façon sûre dans les sites des producteurs. Alors ça fait quand même des dizaines d'années qu'il y a des centrales nucléaires en France. On peut préciser d'ailleurs aussi qu'il n'y a pas que les centrales nucléaires qui produisent des déchets radioactifs, hein, par exemple. En gros, 2/3 des déchets radioactifs viennent directement de l'électronucléaire, des centrales, et puis des installations qui, on va dire, gravitent autour des centrales. Et 1/3 vient de la recherche, alors en partie de la recherche nucléaire, mais pas que, de la médecine, de la défense. D'accord. Donc beaucoup de déchets.
une petite quantité qu'il faut gérer avec beaucoup d'attention et de précaution. Alors, les lieux où ça se passe, moi j'ai entendu parler, j'ai même vu La Hague. La Hague, c'est sur la pointe du Cotentin, en Normandie. C'est le centre de retraitement de La Hague. Qu'est-ce que c'est exactement, monsieur Halbech ? Alors, les combustibles des centrales nucléaires. C'est ça qui fait tourner les combustibles nucléaires, dans lesquels il y a de l'uranium. Ces combustibles, ils restent un certain temps dans le cœur, et puis au bout d'un certain temps... Dans le cœur du réacteur. Et au bout d'un certain temps, on les considère comme usés. Ils ont fini leur travail, ils sont épuisés. Donc on les enlève. Et on les envoie justement sur ce site de La Hague, pour que l'on puisse séparer à l'intérieur de ces combustibles ce qui peut être recyclé, revalorisé, de ce qui est clairement un déchet ultime. Là, on fait le tri. On fait le tri. Et alors, il y a La Hague, il y a aussi d'autres endroits dont on a entendu parler ces derniers mois. Il y a cet endroit qui s'appelle Bure. Qu'est-ce qui se passe à Bure, Laurence Piketty ? Alors, ça, Bure, c'est un site qui est géré par l'Andra. Donc, alors on va demander plutôt à M. Halbech, alors. Mais il est tellement connu que je pense que Marcella le connaît bien aussi. Bure, aujourd'hui, si vous allez à Bure, c'est un petit village de la Meuse, qui n'est pas très loin de la limite avec la Haute-Marne, dans lequel vous allez trouver des installations expérimentales de l'Andra. Vous n'allez pas trouver le moins de déchets radioactifs à Bure aujourd'hui. Il n'y a pas de nucléaire à Bure. Il n'y a pas de déchets radioactifs, il n'y a pas de nucléaire à Bure. Ouais. Il y a un laboratoire souterrain, un puits, enfin 2 puits pour être précis, de 500 mètres de profondeur. En bas de ce puits, vous avez quelques centaines de mètres, un peu plus de galeries, dans lesquelles nous menons des expérimentations pour évaluer, vérifier que l'on sera capable un jour de stocker de manière sûre des déchets radioactifs, cette fois-ci, dans cette zone de Bure. Alors, cet endroit expérimental, il est destiné à ces combustibles, à ces déchets très, très, très radioactifs. Oui, absolument. Avec une longue vie, c'est ça. Nous y étudions donc le stockage de ces déchets de haute activité. Et à côté du laboratoire souterrain, quelques kilomètres, se situe ce que nous appelons le projet CIGEO. C'est un projet dont on parle beaucoup aujourd'hui. C'est un projet, cette fois-ci, d'accueil de vrais déchets radioactifs pour les stocker, les mettre en sécurité définitive. Ça veut dire, Laurence Piketty, que ce qui se passe à La Hague, c'était une solution transitoire et que maintenant on pense à l'avenir à beaucoup plus long terme, c'est ça ? Oui, tout à fait. En fait, je disais tout à l'heure qu'il y avait 3% des déchets, c'est ceux de haute activité. Il y a aussi 7% de déchets de moyenne activité. Donc, c'est ces 10% qui sont destinés au futur site de l'Andra. Aujourd'hui, 90% de tous les autres déchets radioactifs sont déjà stockés et ont une solution de stockage à l'Andra. Donc, les 10% restants, 3% donc à peu près se trouvent à La Hague. C'est évidemment temporaire. Les autres 7% sont entreposés sur d'autres sites de producteurs, que ce soit à Orano, au CEA ou chez EDF, et seront destinés ensuite à partir dans un stockage définitif. Donc le projet qui est CIGEO. Le projet CIGEO, donc c'est un projet aujourd'hui, mais dont la conception est très avancée et dont nous sommes proches de déposer une demande d'autorisation de construction de ce centre. Je ne voudrais pas rappeler de mauvais souvenirs parce que quand même autrefois on faisait un peu n'importe quoi. On jetait les déchets dans la mer, ça a existé ça quand même. Vous pouvez pas le nier, monsieur Halbech. Oui, cette autrefois, c'était entre 1946 et 1993, où effectivement, un certain nombre de pays ont immergé des déchets radioactifs dans un cadre formel. Ils n'ont pas fait ça en douce, sachant que depuis 1993, c'est la Convention de Londres, toute immersion de déchets radioactifs est définitivement interdite. Et nous, en France, on en a immergé, je crois, quelque chose comme 14 200 tonnes pour être précis. Dans l'Atlantique ? En 1967 et en 1969, oui, absolument. Dans l'Atlantique, bon. Mais tout ça, c'est oublié. Et finalement, l'industrie nucléaire mûrit, grandit, devient plus raisonnable quand même. Parce qu'au départ, même s'il n'y a pas vraiment de radioactivité dans la mer, si j'ai bien compris... il y a eu beaucoup de contrôles, campagnes de contrôle qui ont été faites à partir de 1980 pour savoir justement s'il fallait ou pas agir sur ces déchets immergés. Bon, la conclusion qui a été tirée de ces différents contrôles, c'est qu'il n'y a pas lieu
lieu de chercher à les récupérer. Bon, alors tout ça, on oublie, on jette plus rien dans la mer, c'est interdit. C'est interdit. Bon, alors on a eu l'AG, et maintenant on a ce projet d'enfouissement. Moi, j'ai quelques doutes, Laurence Piketty. Vous parliez de très longue durée de vie. On va mettre ça sous la terre, si j'ai bien compris, à plusieurs centaines de mètres. C'est sous de l'argile, hein, monsieur Rolbeck. Hein. Oui, c'est de l'argile. Pourquoi l'argile ? Une argile très imperméable pour empêcher l'eau de circuler autour des déchets et d'aller disperser la radioactivité qui se trouve dedans. C'est un critère très fort de choix de cette couche d'argile. Elle est imperméable, elle est épaisse, elle est très stable dans le temps, elle est très continue. Et ça fait 20 ans que nous la reconnaissons grâce à ce laboratoire souterrain dont je vous ai parlé. Mais Laurence Piketty, on parle de quel délai? On se projette vers quel horizon historique? C'est des milliers d'années, là, non? Oui, mais justement, ce qui est conçu par l'ANDRA, c'est justement un système de confinement sur la durée. C'est tout le principe du projet qui est mené par l'ANDRA. En fait, je pense qu'il faut quand même voir que le danger, c'est certes les déchets radioactifs les plus radioactifs, de haute activité, mais le risque, il est lié à l'exposition. Or, en fait, le projet de l'ANDRA permet à ce que ni l'environnement ni les êtres humains ne soient exposés à ce risque de radioactivité. C'est vraiment tout le principe de ce projet de disposition des déchets en profondeur. Monsieur Rolbeck. Et ceci sur une très grande durée. Pourquoi est-ce qu'on est capable d'affirmer que ceci se fera sur une très grande durée, des milliers, des dizaines de milliers d'années? En fait, nos études vont même encore bien au-delà des échelles de temps que je viens de mentionner, parce que nous sommes justement dans une couche d'argile qui a plus de 100 millions d'années d'âge et qui a toutes les raisons de rester stable pendant des millions d'années encore. Vous ne craignez pas des risques sismiques, par exemple ? C'est quelque chose qui est pris en compte dans la conception de l'installation et dans l'étude de sa sûreté. Bon, cela étant, il est clair qu'on est dans une région faiblement sismique, mais clairement, c'est pris en compte. Et sachez que nous faisons les études de conception et les études de sûreté de cette installation, mais nous sommes extrêmement contrôlés par différents organismes, et je pense en particulier à l'autorité de sûreté nucléaire, mais pas que. Et sachez qu'ils sont extrêmement vigilants sur la prise en compte de ce genre de risques qui doivent être intégrés. Et la malveillance et le terrorisme, comment on fait? Bien sûr. Alors, justement, là, vis-à-vis de ce risque, nous allons... Le projet CIGEO, ça consiste à placer les déchets à une profondeur de 500 mètres. Donc, ils seront quand même très à l'abri de toutes les choses qui peuvent se passer en surface, qu'elles soient d'origine accidentelle, naturelle, ou qu'elles soient effectivement liées à la malveillance. Laurence Piketty, on n'a pas parlé beaucoup du transport. Hein. On voit beaucoup les manifestations d'antinucléaires quand il y a des convois, des camions ou des trains qui transportent des déchets. Est-ce qu'il n'y a pas un danger là, dans le transport? Alors, de la même façon, il y a une très importante réglementation autour du nucléaire et autour des transports, bien évidemment aussi. Donc, si on se réfère à des chiffres, vous savez que l'exposition qui est liée à la radioactivité liée aux activités industrielles, dont le transport, elle est de 150 fois inférieure à la radioactivité naturelle. Donc on voit que c'est extrêmement bien contrôlé. Sur les transports, par exemple, on a des conteneurs dont certains, en fonction de la radioactivité de l'objet transporté, peuvent avoir des largeurs, des épaisseurs de plusieurs centimètres en acier, en bois, enfin, pour se protéger justement de la radioactivité qui pourrait être à l'extérieur vis-à-vis de l'environnement ou des populations. Donc tout ça, c'est extrêmement contrôlé avec des chutes de conteneurs de plusieurs mètres de hauteur. Enfin, voilà, justement pour garantir qu'en cas d'accident sur la route, il n'y aurait pas de dispersion de cette radioactivité. Donc ça, c'est le présent. Je reviens à vous, monsieur Rolbeck, parce qu'en y réfléchissant, vous êtes chargé de la prospective à l'ANDRA, cette agence qui s'occupe des déchets radioactifs. Est-ce que comment vous allez communiquer à ceux qui vont nous suivre sur cette planète dans 10 000 ans, dans 100 000 ans, comment vous allez leur dire, il y a un truc bizarre là en dessous? C'est prévu ça? Oui, bien sûr. La mémoire de l'existence, de la nature de l'existence des déchets, et puis de la mémoire de leur emplacement, ça fait partie de nos programmes, évidemment. Du reste, très concrètement, c'est quelque chose qui est déjà mis en place et qui continue à se développer sur un de nos anciens stockages. Alors cette fois-ci, il s'agit de déchets de faible activité,
activité, c'est ce qu'on appelle le centre de stockage de la Manche. Un stockage qui est fermé aujourd'hui, où on a concrètement des outils de mémoire qui sont développés. Alors, ce qui est Ça veut dire quoi un outil de mémoire ? C'est permettre à nos successeurs, à différentes échelles de temps, de garder le souvenir de l'existence des déchets, de ce qu'on a fait sur ce site. Il y a une plaque à l'entrée ? Il y a beaucoup de documentation est conservée, mais de manière très particulière, des archives, du papier permanent, plein de technologies. Et on réfléchit à des technologies qui permettraient de franchir des échelles de temps bien supérieures à celles du papier. Vous savez que le support papier, c'est encore le plus durable aujourd'hui. C'est plus durable qu'un support électronique qu'il faut renouveler très régulièrement. Alors, quand même, une chose importante, je voulais dire, nos stockages, et bon, pour revenir sur le projet CIGEO, il est conçu pour pouvoir bien confiner, même si on l'oublie. C'est pas un objectif d'oublier le stockage, mais clairement, il restera sûr, même si on l'oublie. Mais on considère que pour des raisons éthiques, mais aussi même pour des raisons réglementaires qui nous sont imposées par l'autorité de sûreté, il faut faire en sorte de transmettre la mémoire de ce qu'on a fait aux générations futures, les prochaines, sur quelques siècles, c'est pas très difficile, et on essaye de voir si on peut prolonger ça le plus possible. Encore une fois, s'il y a oubli, c'est pas grave dans le sens où c'est fait pour, mais quand même, on trouve que c'est bien de garder cette mémoire. Alors, Laurence Piketty, on a beaucoup parlé jusqu'à présent de comment stocker, entreposer ces déchets de la manière la plus sûre. Est-ce qu'on ne pourrait pas quand même tout simplement les recycler au moins en partie ? Et ça se fait déjà, hein ? Alors oui, ça se fait. C'est vrai qu'il y a deux piliers en fait dans la gestion des déchets radioactifs. Il y a celui dont on vient de parler, donc la prise en charge de tous les déchets dans les filières adaptées et pour garantir l'absence d'impact à la fois sur l'environnement et bien sûr sur les populations. Mais il y a un deuxième pilier et c'est le recyclage des combustibles usés qu'on fait déjà actuellement, d'ailleurs, c'est à La Hague, on en parlait tout à l'heure sur les déchets induits, mais il y a le recyclage de ces combustibles. Ça permet d'économiser la ressource naturelle, donc l'uranium, de 10%, et ça permet aussi déjà, dès aujourd'hui, de réduire les quantités de déchets à stocker d'un facteur 5. Donc c'est un des éléments importants, en fait, de la politique française de gestion du parc nucléaire. Les centrales de demain, est-ce qu'elles produiront des déchets plus facilement recyclables ? Alors déjà, il y a ce recyclage qui va perdurer, mais il y aura possibilité aussi de multi-recyclage. Ça, c'est une réflexion qui est en cours, un travail qui est en cours avec EDF, avec le CEA, avec Orano, pour faire du multi-recyclage et du coup, pour pouvoir récupérer plus de ressources naturelles, économiser plus de ressources naturelles et réduire aussi la part des déchets induits. Et puis, il y a une autre action qui est lancée actuellement, c'est cette fois-ci plutôt sur des déchets plus faiblement radioactifs, c'est de les recycler notamment tout ce qui est métallique et le recycler et avoir possiblement pouvoir les réutiliser. Monsieur Rolbec ? Oui, mais même si ça, c'est un travail qui est à la main des producteurs, nous, à l'Andra, on pense que c'est une extrêmement bonne pratique d'essayer de réduire au maximum la quantité de déchets ultimes que nous aurons à gérer dans nos centres de stockage. Alors, en vous écoutant, pour conclure, j'ai une idée en tête comme ça. Finalement, les déchets nucléaires, c'est comme l'eau de Javel, quoi. L'eau de Javel, c'est dangereux. Faut pas la boire, faut pas la laisser à la portée des enfants. Les déchets nucléaires, ça peut être dangereux. On est bien d'accord là-dessus. Mais à partir du moment où on connaît ce danger, on le maîtrise, on peut le contrôler et c'est mieux comme ça. Oui, tout à fait. Vous avez complètement raison. Donc, je vous écoute avec beaucoup d'attention. Et on sait déjà le faire aujourd'hui sur les installations existantes, mais pendant une durée qui est de quelques dizaines d'années. Et notre travail à nous, à l'Andra, c'est de le faire tout aussi efficacement, mais cette fois-ci, sur la grande durée, on va dire de manière définitive. Eh bien, je vous remercie tous les deux, Laurence Piketty du Commissariat à l'énergie atomique et Jean-Michel Rolbec de l'ANDRA, l'Agence nationale de gestion des déchets radioactifs. Vous pouvez retrouver ce podcast et tous les autres podcasts produits par la SFEN chez vos diffuseurs habituels et sur le site de la SFEN, sfen.org. À bientôt.